Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 au sommaire. Le dossier de l'A2 s'intéresse aujourd'hui à la pouponnière d'Adiaké, un centre au service des orphelins et des enfants rejetés depuis maintenant plus de 40 ans. Plus de 40 morts, c'est le triste bilan enregistré en Égypte aujourd'hui suite à un incendie qui s'est déclaré dans une église de la capitale. Merci de suivre l'information sur RTI2. Démarrons ce temps d'information par cette discipline relative aux principes et aux techniques de gestion des archives, l'archivistique. Cette science est au cœur des actions sociales et récemment, ce sont 33 archivistes qui ont reçu leur lettre de mission. Les détails avec Clarisse Kanyala. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire regorgent des archives. Mais ces archives qui représentent le patrimoine de la Côte d'Ivoire manquent d'une gestion scientifique en vue de leur pérennisation. L'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire installe 33 archivistes régionaux accompagnés de leurs lettres de mission afin d'étendre leurs activités à travers toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je peux dire que l'archivistique m'a apporté beaucoup, en ce sens que ça m'a permis de pouvoir faire asseoir des méthodes pour pouvoir gérer les archives dans le but de pérenniser, on va dire, le patrimoine archivistique. Ces gardiens de la mémoire collective de la nation sont diplômés de l'INSAC. Des enfants, des étudiants que nous avons formés, nous leur avons donné les rudiments qu'il faut pour affronter le monde du travail. Et nous sommes convaincus, de par la formation qu'ils ont reçue, qu'ils ne vont pas du tout nous décevoir. Ils ont notre entière confiance. Le président des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire, Charles Kwasi, a félicité et encouragé ses récipiendaires à relever tous les défis auxquels ils seront confrontés. L'AJACI avait des opérations au niveau d'Abidjan. Et Abidjan ne se limite pas à la Côte d'Ivoire, alors que nous avons nos collègues qui sont affectés dans les administrations à l'intérieur du pays. Donc nous avons activé le deuxième volet de nos opérations, c'est-à-dire l'installation même officielle des délégués régionaux pour qu'ils puissent continuer le travail qui se fait au niveau d'Abidjan. Donc toutes les régions de Côte d'Ivoire sont pour l'archiviste, de délégués régionaux. Les archives ont une importance capitale dans le développement d'un pays, selon le représentant du maire de la commune d'Abobo. Sans archives, il n'y a pas de célérité dans le travail. Pour cela, il faut qu'ils prennent au sérieux leur travail. C'est pourquoi j'ai rappelé toutes les actions que nous menons à Abobo. Ces actions seront dans un lieu que nous appelons les archives et les générations futures vont comprendre qu'à telle date, Madame le ministre d'État était à Boubou. Elle a participé au développement de notre commune. Les jeunes archivistes de Côte d'Ivoire veulent ainsi accompagner le gouvernement dans sa politique de gouvernance documentaire. Reportage commenté par Clément Bocco. Un tour dans le village de Dingouin, département de Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette localité vient de clore son festival Dingouin en joie, une initiative de la mutuelle du développement du village. Une occasion pour les membres de cette association de renforcer le développement local. Gervais Kwasi. Les acteurs du festival et les spectateurs n'ont pas fait que chanter, écouter et danser au rythme des sonorités tant urbaines que folkloriques. Quand la Murde est venue me voir, on me dit on a un festival, je leur ai dit si ce n'est que pour s'amuser, enlevez mon nom dedans. Mais si c'est pour poser un acte, qu'il soit de développement culturel, social, économique, tout ce que vous voulez, mais qui apportera un plus au bien-être des populations, je suis d'accord. De bonnes nouvelles allant dans le sens du développement des Dingouins ont été annoncées. Nous avons initié beaucoup de projets. La création d'un port sec, l'ouverture d'une voie qui va dans l'ancien village, mais qui est en réalité la voie qui mène vers les plantations pourvoyeuses de produits vivriers. La construction d'un château d'eau, l'extension du réseau électrique. Autant d'éléments qui font que le festival est en réalité un prétexte pour lancer ces projets de développement. Et Dingouin veut vraiment prendre sa part de développement dans la vision que le président Ouattara nous donne tous les jours.
Les habitants du village dans toutes leurs composantes, avec à leur tête la chefferie traditionnelle, se sont réjouis de la tenue du festival Niada, qui est non seulement un creuset de valorisation de la culture, mais aussi un canal de développement et de promotion du vivre ensemble. Ce concept de Dingwe Niada adhère entièrement à cette idée de développement. Monsieur le parrain, la MUDA soutient vos projets de château d'eau et d'extension de réseaux électriques dans les nouveaux quartiers de Dingwe et souhaite que ces projets soient une réalité à court terme. Niada 2022 s'est terminé. Rendez-vous les vacances 2023 pour la prochaine édition que les organisateurs promettent plus festive avec en toile de fond des actions de développement. De religion à présent, après l'Ascension, les chrétiens catholiques sacrifient à une autre tradition festive, l'Assomption. Cette fête est célébrée tous les 15 août. Elle matérialise la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. En prélude à cette célébration, les fidèles catholiques prennent part ce dimanche à la veillée mariale. Toujours en religion, la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa en Côte d'Ivoire, l'ESIM, reprend ses activités après plusieurs mois d'absence. L'information a été rendue publique récemment au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'organisation dans la commune d'Abobo. Les détails avec Georgette Ido Fofana. La LESIM, Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa en Côte d'Ivoire, annonce la reprise de ses activités au sein de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Le point de presse de ce jour a pour objet de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale, des partenaires au développement, UNICEF, Union européenne et autres, des autorités du ministère de l'Éducation nationale, au premier chef, Madame le ministre de l'Éducation nationale, des organisations islamiques d'éducation, des promoteurs des écoles islamiques et plus largement à l'endroit de tous les acteurs des structures islamiques d'éducation, de la levée du mot d'ordre de suspension de la participation de la LESIM aux activités de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Cette décision fait suite à plusieurs rencontres de haut niveau qui ont permis de parvenir à des compromis très intéressants et promoteurs pour une plateforme plus forte et plus fédératrice dans l'intérêt supérieur des enfants des structures islamiques d'éducation. Pour rappel, la LESIM avait suspendu sa participation aux activités de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Cette reprise intervient suite à la médiation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de celle des guides religieux de la communauté au plus haut niveau. La LESIM œuvre entre autres dans le domaine de l'éducation islamique, le bien-être et l'épanouissement socio-culturel des enseignants et des élèves musulmans. À l'international en Égypte, un incendie s'est déclaré aujourd'hui durant une messe dans une église de la capitale. Bilan, au moins 41 morts. Une situation jugée grave car elle endeuille la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. Des témoins sur place affirment qu'un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Pour l'heure, une enquête a été ouverte par le parquet qui a même dépêché une équipe sur place. Nous vous offrons à présent le dossier de la 2. Posons nos valises à Adiaké. Cette ville, située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, abrite une célèbre pouponnière, la pouponnière des Anges d'Adiaké. Créée le 6 novembre 1981, ce centre œuvre pour la petite enfance. Elle accueille particulièrement les orphelins et enfants rejetés. Notre reporter Joël Gosset a fait une immersion dans cet établissement qui œuvre depuis plus de 40 ans pour le bien-être des enfants, suivant son reportage. Air frais, accueil chaleureux. Bienvenue à la pouponnière des Anges d'Adiaké. Construit aux abords de la lagune ébriée, ce cadre est un lieu adéquat pour ses occupants, tous âgés de 0 à 2 ans. Bâti sur une superficie de 3 hectares, cet établissement privé est dirigé par la sœur Jocelyne Acré. Elle est la directrice de ce centre depuis 3 ans. Les enfants qui sont dans notre structure nous viennent de différents horizons de la Côte d'Ivoire. Il y a les cas d'abandon, des enfants qu'on a retrouvés dans une poubelle, dans la forêt, devant un portail de part et d'autre. Et ces enfants-là peuvent être retrouvés par une tierce personne.
Et quand nous les accueillons, nous faisons une déclaration à la police pour avoir un procès verbal. Pour la sœur Jocelyne, être au service des tout-petits, c'est se rapprocher de Dieu. Imaginez, s'il n'y avait pas de centre d'accueil privé ou public pour accueillir tous ces enfants en situation difficile, que serait notre nation? En fait, c'est le don de soi, rempli d'amour, de joie. Et quand je parle de ça, c'est avec émotion, en fait. Cette pouponnière, créée en 1981, a une histoire. Nous sommes au Sud Komwe et dans cette région, au nom de la tradition, le 10e enfant était considéré comme un porte-malheur. Il fallait l'éliminer. Alors que nos sœurs missionnaires, les religieuses sont arrivées au Sud Komwe, ils ont constaté que le 10e enfant était rejeté, banni de la société ou voire même tué. Et c'est ce qui les a poussés à créer un centre pour récupérer tous ces 10e. Et la plupart, les premiers pensionnaires étaient des 10e. Beaucoup sont partis en adoption à l'étranger. Cependant, au fil des ans et du fait des campagnes de sensibilisation à l'acceptation de toute vie, la pouponnière reçoit de moins en moins de 10e enfants rejetés, ce qui conduit les sœurs des pauvres à s'ouvrir à d'autres réalités. De nos jours, ce problème n'est plus crucial. C'est des cas d'abandon, les orphelins, orphelines, les enfants dont les mères souffrent de maladies mentales. En son temps aussi, on recevait les enfants dont les mères étaient atteintes du VIH. La sœur Jocelyne est aidée dans sa tâche par 25 employés qui s'occupent d'une cinquantaine de tout-petits. Leur mission générale, recueillir et assurer aux pensionnaires une prise en charge globale pour leur développement, à savoir la prise en charge au plan alimentaire, sanitaire, vestimentaire, éducatif, social, psycho-affectif. Ces enfants, n'étant ni avec leurs parents biologiques, ni avec leurs familles respectives, il revient à la structure de s'assurer des différents besoins vitaux auxquels ils ont droit. Ici, c'est la lingerie des enfants. Vous voyez, les mamans sont en train de plier les habits. Il y a 51 enfants et c'est une rotation. Il y a ceux-là qui fonctionnent pour les habits blancs et il y a de ceux-là qui fonctionnent pour les habits de couleur. Donc, on alterne pour que la durée de vie quand même tienne. Ce suivi se poursuit jusque dans les toilettes et les chambres. Ici, c'est la douche, toilette. C'est le vestiaire où il y a tous les habits. Et on les met ici pour les changer. Le lit sur lequel on change les couches, on les habille. Ce tableau aussi permet de prendre la température des enfants avant midi et après midi pour voir l'évolution. Par exemple, nous avons Oumou. À 6 heures, elle avait 37 degrés. À 16 heures, 37 degrés. Donc, chaque jour, nous prenons la température. Au cas où ils ont la fièvre, il y a une sœur infirmière qui est sur place pour administrer les soins. C'est une structure de remplacement. Ça ne peut pas donner l'affection comme les parents biologiques. Alors, on fait l'effort de les mettre dans les conditions d'hygiène pour qu'ils ne contractent pas des maladies qu'on ne pourra pas maîtriser. Dans le couloir, non loin des chambres, des voix attirent notre attention. Cette salle est consacrée aux nourrissons. Ici, c'est la salle polyvalente. Quand ils finissent de manger, ils viennent à peine de manger. Après, ils restent pour jouer. Il y a toutes sortes de jouets selon leur goût. Ils touchent, ils roulent, ils se promènent. Nous comptons au total 30 nourrissons et la sœur Jocelyne connaît tous les prénoms. Ce groupe que vous voyez ici, quand ils vont bien marcher, ils vont descendre, ils seront en bas. Et ceux qui sont là viennent et les nouveaux arrivent. Alors ici, nous avons bébé Abraham, Emmanuel, oui, Emmanuel Bonheur, Jocelyne, Jean-Emmanuel, Miracle, Rachid. Pour les cas d'abandon, c'est nous-mêmes qui donnons les prénoms, seulement le prénom, pas de nom. On fait un extrait blanc. Quand ils vont en adoption, les parents refont l'extrait, mettent le nom de famille et le prénom qu'ils veulent leur attribuer. Dans cette même salle, consacrée aux enfants-sons, se trouve la source d'inspiration de Jocelyne. Vous voyez un prêtre avec les enfants, les jeunes. C'est lui qui a fondé la congrégation des Sœurs des pauvres. Il avait vraiment un amour pour les enfants en difficulté, les jeunes en détresse.
Et celui qui a fondé la congrégation, c'est venu en Afrique et nous continuons l'œuvre qu'il a laissée. Ça nous inspire. À quelques pas de cette salle se trouve une infirmerie. Cette maman elle est venue chercher le produit primalin pour la toux qu'elle va mesurer pour administrer aux enfants qui toussent. Et quand les enfants, les bébés arrivent, c'est ici. Nous les mettons pour les examiner et après nous les lavons ici et pour un temps d'observation. Il y a une sœur infirmière qui est là qui fait tout le traitement. Ceux qui sont concernés ont leur nom et en fonction de ça, on mesure les médicaments. À côté des soins de santé, les aliments de base des pensionnaires sont produits sur place. Ici, c'est le clapier. Nous faisons l'élevage des lapins. Nous faisons les bouillons qu'on mélange avec les légumes pour l'alimentation des poupons. Ici, nous avons le champ de manioc et de bananier. Le manioc ici, c'est à 3 choses. Le premier volet pour la tiéké, le second volet pour le placali et le troisième pour le gari et les bananes que vous voyez. Et une fois en cuisine, nous retrouvons Louise, la cuisinière de ce centre depuis 30 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler avec les enfants, les bébés? Parce que j'aime les enfants. Pour ça, je suis restée avec les enfants. Dans cette cuisine, tout est fait avec beaucoup d'attention. Puisqu'ils sont des êtres fragiles, alors nous filtrons l'eau comme ça. Parce que parfois, il y a des produits qu'on met dans l'eau, il y a des débris qui restent. Entretien corporel, alimentation, scolarisation, soins médicaux. Où ce centre trouve-t-il des ressources additionnelles pour son fonctionnement? La pouponnière fonctionne sur fonds propres parce qu'elle est gérée par la congrégation des sœurs des pauvres. Et aussi le député Meïensier nous donne vraiment énormément un coup de main. Et le don des uns et des autres, les bienfaiteurs, bienfaitrices, les amis, tous ceux qui sont sensibles à la chose, c'est tous ces dons-là que nous mettons ensemble pour la prise en charge médicale, sanitaire, alimentaire des pensionnaires. L'État de Côte d'Ivoire prend en charge l'eau et l'électricité. Et justement, parlant de dons, André et Germaine sont des habitués de ce centre. Avec eux, un carton destiné aux pensionnaires. Il faut aimer les enfants comme la parole de Dieu nous enseigne. Et vu cet état de fait, nous avions décidé, ma chérie et moi, de faire des dons, si Dieu nous permet, et chaque fin du mois. L'adoption est possible dans ce centre. Les parents qui sentent le besoin d'adopter, eux vont à la CACI. C'est la CACI qui se charge de leur donner toutes les informations, les dossiers à fournir. Alors la CACI siège avec Madame la ministre Nasseneba Touré. Ils forment une commission qui siège, je crois, 3 à 4 fois par an. Et ils décident à qui attribuer les enfants selon la demande qui a été faite. Mais tout ne se passe pas comme le souhaitent ses responsables. C'est une famille qui a adopté une fille, mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Je dis malheureusement parce que le père après abusé de la fille. Ça n'a pas été facile, on a aidé la fille. Elle est partie en France. Certains pensionnaires devenus grands ne manquent pas de marquer leur reconnaissance envers le centre qui les a accueillis. Par exemple, un cas parmi tant d'autres, il y a une qui a été adoptée en Italie. Quand elle a su son histoire, en signe de reconnaissance, elle a voulu célébrer son mariage au sein de la pouponnière. Et elle était passée en décembre 2019. Nous avons célébré son mariage sur place. On a fait la réception sur place avec tous les pensionnaires de la pouponnière. C'était très émouvant. Malgré sa beauté et la bonne organisation dont elle fait l'objet, cette pouponnière rencontre des difficultés. La directrice souhaite voir la réalisation de certains projets. Le grand problème, ce sont les difficultés financières. C'est-à-dire, vous voyez, ces machines qui sont là, puisque ça fonctionne chaque jour. Alors, les réparations sont énormes. Et le volet sanitaire, quand ils sont malades, et à tout moment, il faudrait qu'on ait quelque chose à main pour pouvoir faire face à l'entretien. Certes, nous recevons des dons, mais les moyens restent encore insuffisants. Depuis sa création, il y a 41 ans, à ce jour, la pouponnière des Anges d'Adiaké a abrité 1010 enfants, 5 enfants handicapés et une trentaine de jumeaux, tous entretenus avec le plus grand soin. Le constat est clair, à la pouponnière des Anges d'Adiaké,
les pensionnaires sont traités comme des anges. Le bien-être des enfants garanti avec cette pouponnière. C'est la fin de ce journal. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Je vous souhaite une excellente soirée.